Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises, de la prospective internationale de TVL. C'est une véritable partie de wargame, de jeu de guerre, qui semble se jouer sur le plateau de l'Europe de l'Est. Toutes les ingérences ont eu lieu dans la petite Moldavie, où les législatives ont été remportées d'une courte tête par les pro-européens, alors qu'un retour dans le giron russe était en jeu. Les Européens sont aussi, quant à eux, omnubilés par la menace des drones et des avions russes, le long de certains pays et de frontières de la Russie. L'UE veut mettre en place un mur anti-drone. Nous allons en parler et puis nous allons aussi parler bien sûr de Washington, de Donald Trump et des Américains. Les Américains qui pressent Moscou. Selon J.D. Vance, le vice-président, le Kremlin a refusé de rencontrer Donald Trump et celui-ci aurait accepté, selon plusieurs rumeurs, de vendre des missiles Tomahawk à Kiev. Nous allons bien sûr revenir là-dessus et nous allons revenir là-dessus avec Emmanuel Gou. Emmanuel Gou, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de toutes ces petites escarmouches, de toutes ces rumeurs, de toutes ces discussions globales et stratégiques avec vous. Vous êtes, je le rappelle, diplomate et conseiller international. Vous avez été président d'ailleurs de Canal+ en Italie. Vous avez travaillé pendant toute votre carrière entre Rome et Moscou. Donc votre expertise, votre connaissance nous est très utile aujourd'hui. Emmanuel Gou, j'ai utilisé l'analogie du wargame. Je ne sais pas si vous êtes un pratiquant de ce genre de choses. Non, pas vraiment. Mais nous avons en fait le sentiment qu'il y a des mouvements de figurines et que quelque chose peut se produire. Alors bien sûr, quelque chose de potentiellement très dramatique. Alors commençons par la petite Moldavie. La petite Moldavie où le parti Action et Solidarité, pro-européen, l'a emporté à 50% contre 24% pour le bloc patriotique pro-russe. Mais je disais que la victoire était de courte tête parce qu'il y a eu quand même des nettoyages. Plusieurs partis ont été chassés, supprimés. Les Européens, quant à eux, ont accusé les services russes d'avoir inondé les réseaux sociaux moldaves de fausses nouvelles et les opposants ont accusé, quant à eux, l'Occident d'avoir tout fait pour maintenir Maia Sandu aux manettes. Elle s'appelle Maia Sandu, mais à votre avis, une dirigeante comme elle, aurait-elle pu l'emporter sans l'Union européenne, sans l'aide de l'Occident ? Je crois que la situation en Moldave est extrêmement compliquée. C'est un petit pays que nous connaissons très très mal. Je l'ai visité, quant à moi, en 1991, une autre époque. C'est difficile aujourd'hui ce qui aurait pu être le résultat sans les ingérences à droite et à gauche. Moi, ce qui me surprend, vous avez parlé de petite Moldavie, et récemment, il y a 3-4 jours, un journaliste du service public sur les réseaux sociaux postait devant la menace russe, devant la propagande russe, devant les ingérences russes, le parti pro-européen dispose de très faibles moyens, de petits moyens. Alors là, je m'interroge parce qu'en moins d'un an, on a tout de même eu la présidente de l'Union européenne, le président français, le président polonais, le chancelier allemand, qui se sont rendus à Chisinau. Alors, où il vexe ces personnes-là, parce qu'il les traite de petits, où il y a un vrai problème de mesure sur la proportion des ingérences. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des ingérences russes. J'ai envie de dire de tout temps, dans tous les pays, il y a eu des ingérences. En Amérique latine, il y avait des ingérences américaines dans les années 60, 70, 80. Il y a eu des ingérences américaines au Moyen-Orient. Il y a toujours des intérêts nationaux qui s'invitent dans des élections. Mais il ne faut pas nier qu'on le fait aussi, que l'Europe le fait aussi. Ou plutôt que gérer l'Union européenne. Parce que moi, je fais une grosse différence entre Union européenne et Europe. Donc oui, en effet, Mme Sandu a choisi le parti de l'Union européenne. D'ailleurs, elle en a choisi aussi le dress code, puisqu'elle a pris le même tailleur que von der Leyen. Donc elle s'est alignée aussi d'un point de vue vestimentaire. Alors Maia Sandu, que vous évoquez, rappelons-le, est diplômée de Harvard, ancienne de la Banque mondiale, des Nations Unies. Donc elle est un pur produit évidemment des instances occidentales, quelquefois internationales. Pour elle, c'était clair. C'était l'Union européenne, c'est la prospérité, et les Moldaves devaient refuser, contrairement aux Géorgiens, de redevenir une colonie russe, c'est le terme qu'elle a plusieurs fois évoqué. Est-ce bien là le dilemme qui se pose aux Moldaves, bien sûr, mais à l'ensemble des pays de l'ex-Union soviétique ? C'est comme ça qu'on veut nous poser la question. On est dans un monde de plus en plus manichéen, où il faut être blanc ou noir. On transforme les enjeux internationaux, la géopolitique, en match de foot, en derby. Il n'y a pas de match de foot. On n'est pas, en tout cas en ce qui me concerne, je ne suis pas pro-russe le matin, et puis je peux changer de côté. Non, je crois que le problème moldave, et Mme Sandu a parié sur l'Union européenne
D'ailleurs, quelques semaines avant les élections, elle a dû même augmenter les retraites de façon significative sur la base des fonds européens qu'elle avait reçus. Donc c'est vrai qu'elle a fait un pari sur l'enthousiasme que peut susciter auprès des jeunes générations l'Union européenne. Et ça peut se comprendre. C'est vrai qu'en termes d'image, la première perception de l'Union européenne est quand même assez positive. Et c'est vrai que quand on regarde la Russie, on peut se poser des questions. Donc il y a aussi un mouvement naturel. De là à placer le débat... Justement que Pardon ? Vous pensez que cet avis positif s'est maintenu, se maintient encore en 2025, alors bon, que l'Union européenne est de moins en moins un exemple de démocratie, de prospérité, et j'en passe. Non, c'est très marrant parce que je parlais hier avec des amis moldaves en Italie, parce que vous savez que la communauté moldave en Italie, je crois que c'est la première communauté moldave en Europe. Il faudra vérifier les chiffres, mais enfin, c'est une très très importante. Enfin, oui, les liens culturels des Roumains, des Moldaves sont plus proches avec l'Italie, mais aussi, j'ai envie de dire, liens d'émigration, d'émigration pour le travail, parce que dans les années 90, c'est vrai que vivre en Moldavie, c'était pas facile de boucler la fin de mois ou boucler la fin de semaine, je dirais. Donc beaucoup ont immigré pour chercher du travail, et beaucoup sont venus justement à cause des liens culturels, la langue, sont venus en Italie. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de mirage. Alors il y a quelques années, le mirage était plus réalité qu'aujourd'hui sur l'Europe. C'est vrai que si on faisait un travail d'introspection sur notre situation européenne aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à envier à la rue... on a beaucoup de choses à envier, pardon, excusez-moi, mais à d'autres pays qui tournent mieux. Et donc la situation n'est pas aussi attractive qu'elle n'a pu l'être. Malheureusement, les populations ne sont pas au courant de tout ce qui se passe, et je crois que certains témoignages de Moldaves à l'étranger racontent justement qu'il y a des difficultés en Italie, il y a des difficultés en France, il y a des difficultés en Allemagne, et qui ne font qu'augmenter. Alors, je pourrais prendre pas mal d'exemples, notamment qu'une opposante, des opposants pro-russes ont été condamnés en août dernier pour avoir acheminé des fonds russes aux partis d'opposition en Moldavie, ou comment d'autres partis ont été suspendus par décision de justice à 3 jours des élections. Je vais évoquer un point beaucoup plus précis, un bras de fer en fait, entre la Moldavie et puis la Transnistrie, qui, rappelons-le, est une république pro-russe qui s'est séparée donc de la Moldavie en 91 et qui n'est reconnue internationalement par personne, même par la Russie. Donc la Moldavie considère ce petit territoire que vous pouvez voir à l'image comme le sien, même si de jure elle ne l'est pas. Et scène rocambolesque pendant les élections avant-hier, le poste frontière entre ces deux territoires a été bloqué pour empêcher les électeurs de Transnistrie, donc rappelons-le, des Russes sans doute ethniques, de voter aux élections. Évidemment, les médias russes sont montés au créneau, soulignant que ce pont n'a été ouvert que 30 minutes avant la fermeture des bureaux de vote. Je ne veux pas vous embarquer, Emmanuel Gou, dans ce petit point entre la Transnistrie et la Moldavie, mais je voudrais en fait vous demander, Emmanuel Gou, on a l'impression que les principes démocratiques ont totalement disparu à l'heure actuelle, tellement la tension est forte et palpable entre l'Est et l'Ouest, entre l'Occident et l'Orient, entre l'Union européenne et la Russie. On a l'impression que ces principes démocratiques deviennent un vœu pieux. J'ai envie de vous demander, dans ce rapport de force, la fin en vient-elle à justifier les moyens ? Écoutez, je crois que c'est Hubert Védrine qui, dans un recueil sur de grands diplomates et leurs portraits, arrive à la conclusion que 2 qualités principales de la diplomatie sont la curiosité et l'écoute. C'est 2 choses qui ont totalement disparu. Vous voyez, aujourd'hui, vous m'écoutez très gentiment, et je ne considère pas que ma présence ici est une adhésion à la ligne éditoriale de TVL. J'espère quand même. Je souhaiterais que tous les médias puissent inviter toutes les opinions. Or, aujourd'hui, on sait très bien que le service public n'invite pas des gens qui ont une opinion qui pourrait ressembler à une prise de position pro-russe, avec toute une série d'accusations qui tiennent de la mythomanie et de la diffamation. Mais ça existe et c'est courant. Donc c'est pour ça que j'ai aussi accepté cette invitation, parce que c'est l'occasion de m'exprimer. Et malheureusement, le monde, et surtout l'Europe dans laquelle on vit, se cache derrière un vocabulaire démocratie, valeurs, etc. Bon, vous savez, moi j'ai remarqué une chose en Russie, on va dire les milieux bobos de Moscou, pour être clair. Dont d'ailleurs nous n'avons pas toujours conscience ici en Occident. Voilà, la bourgeoisie qui a réussi, qui vit à la campagne, fait des barbecues, enfin voilà, etc. Bon, des chachliks. Et ces gens-là sont traditionnellement, j'ai envie de dire, ils étaient peu fans de Poutine.
Ils étaient même tendanciellement dans une opposition au président russe. Et quand vous les interrogez aujourd'hui, 3 ans après le conflit, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, ils ne comprennent pas la virulence, la presque méchanceté de l'Europe à l'égard de la population russe. Mmh. Et donc, plusieurs fois, j'ai entendu dire, tu sais, nous, on a un régime dont on peut discuter plein de choses, on n'est pas d'accord, on l'aime pas, etc. Et puis, on a découvert qu'un monde qu'on imaginait, l'Europe, avec des leaders qui parlaient de démocratie, de valeurs, se comportait en totale contradiction avec toute une série de paramètres auxquels nous, on aurait envie de croire. Alors, comme visiblement, vous ne les avez pas en Europe, nous, on ne les a peut-être pas ici, mais alors on préfère les nôtres aux autres. Et c'est un peu comme ça qu'on a réussi à faire changer toutes des strates de la population russe qui n'étaient pas forcément pro-régime. Je ne dirais pas en pro-régime, mais en tout cas en incompréhension totale vis-à-vis d'une Europe continentale dont on rêvait. C'est un sursaut d'orgueil ? D'abord, il y a un sentiment de patriotisme. Il y a un sentiment national, quoi. C'est vrai de se faire cracher à la gueule par le commissaire européen aux affaires étrangères, le précédent, ou par Madame Kallas aujourd'hui, c'est pas très agréable. Donc il y a tout de même des limites. Donc je crois qu'il est naturel de réagir ainsi. Et les difficultés qu'ils ont aujourd'hui pour obtenir des visas, pour visiter, l'idée même de supprimer les visas pour les touristes russes en Europe, tout ça ne fait que renforcer un sentiment national, voire patriotique. Alors vous évoquez justement ces réactions russes. La question se pose aussi pour un russe très connu, Pavel Dourov, qui a donc créé Telegram. Il a accusé la France, enfin les services de renseignement français, d'ingérence. Je vous propose, Emmanuel Goude, de faire un petit tour de cette actualité pour que tout soit clair. La DGSE accusée d'ingérence en Moldavie par Pavel Dourov. Le fondateur de Telegram a déclaré le 28 septembre que les services français l'avaient contacté à 2 reprises il y a 1 an pour censurer des chaînes Telegram moldaves avant les élections dans le pays. Une requête formulée alors que le milliardaire était bloqué à Paris en lien avec son arrestation ordonnée en août 2024 pour complicité dans la diffusion de contenus illégaux sur sa plateforme. Telegram a accepté une première fois, remarquant que plusieurs chaînes transmises violaient ses propres règles. En échange de cette coopération, un intermédiaire a indiqué à Dourov que les services parleraient favorablement de lui au juge français chargé de son dossier. Telegram aurait ensuite reçu une 2e liste de chaînes jugées encore problématiques. Dourov a rapporté avoir 7 fois refusé de s'exécuter, jugeant que ces chaînes n'avaient rien d'illégitime, si ce n'est de propager des positions politiques contraires à celles des gouvernements moldaves et français. Le Quai d'Orsay a démenti ces accusations sur X, soulignant que Dourov avait déjà accusé les services français de tentative d'ingérence dans l'élection roumaine. Les accusations de Dourov ont aussi suscité la réaction d'Elon Musk, qui a simplement commenté « Waouh ». Donc Emmanuel Goude, vous êtes diplomate. Quel devrait, selon vous, être le rôle de la France en cas de crise dans ces ex-républiques soviétiques tiraillées entre l'Ouest et l'Ouest, entre l'Ouest et l'Est ? Je crois d'abord, je le rappelais tout à l'heure, comme le rappelait Védrine, la France devrait se doter de personnes capables de curiosité et d'écoute. Or, elle manque clairement à l'appel aujourd'hui, en tout cas dans nos dirigeants. Donc c'est très difficile, dans un contexte qui se présente véritablement comme manichéen. Ça veut dire le mal, c'est la Russie, et donc il faut tout faire pour combattre le mal. Et dans cette perspective-là, c'est vrai qu'on se sent totalement, c'est paradoxal, désarmé alors qu'on ne pense qu'au réarmement. Nous allons revenir sur le désarmement, oui, bien sûr. Et je crois qu'il faudrait pouvoir rétablir des contacts de confiance. Vous savez, dans la diplomatie, il y a les dirigeants, il y a les ministres, il y a les présidents, mais il y a aussi des staffs. Et pendant des années, les staffs de Chirac, les staffs de Sarkozy, pour faire référence à la France, en Italie, la même chose. Les staffs des 2 côtés, entre la Russie et la France, entre la Russie et l'Italie, se parlaient. Il y avait des échanges chez les moins gradés, on va dire, mais ce qui permettait, dans la présentation des dossiers, d'arriver à faire passer des messages petit à petit, et à créer un climat de confiance. Aujourd'hui, il n'y a plus de climat de confiance. Et comment voulez-vous que du côté russe, il y ait une confiance, alors que, je me fais référer aux accords de Minsk, Poutine a toujours dénoncé la crédibilité et de la sincérité des Européens sur Minsk, et on a tenu Mme Merkel et M. Hollande
qui ont la première, dans, je crois, le Frankfurter Allgemeine, et le second, dans une vidéo improvisée, déclarait clairement qu'en fait, c'était pour se payer la Russie. Pas facile d'avoir confiance après. Gagner du temps. Voilà. Et gagner du temps pour permettre le gagner du temps, malheureusement, le gagner du temps, on le sait malheureusement, depuis la révolution orange, on tente de gagner du temps pour réarmer une Ukraine, pour éventuellement bloquer la prospérité de la Russie. Il fallait dire non à un moment, et la Russie a dit non. Alors vous évoquez le réarmement, le danger du réarmement. L'Union européenne a voulu contrer les ingérences russes, donc dit-elle, en Moldavie. Vendredi dernier, les ministres européens de la Défense se sont réunis 7 fois pour contrer la menace des drones russes, disent-ils, après des accusations de survol de drones en Pologne, en Roumanie, et puis bien sûr d'avions de chasse dans la Baltique aussi. Donc on nous parle maintenant d'un mur anti-drone, donc ce sera un dispositif, encore très imprécis, mais pour protéger 2500 km de frontières entre les pays membres de l'OTAN ou de l'Union européenne et la Russie. Donc l'OTAN, d'ailleurs, participe déjà aux réflexions. L'Ukraine est présente. Et d'ailleurs, Zelensky a envisagé de fournir des appareils et une expertise aux autres pays, puisque bien entendu, depuis 3 ans, l'Ukraine affirme avoir une grande expertise dans les drones, et les drones russes, bien sûr. Faut-il avoir peur de ces drones, de ces avions russes qui survolent, paraît-il, les pays de l'OTAN et de l'Union européenne? Vous avez dit tellement de choses. Par où commencer? Alors, les fameux avions russes en mer Baltique. Alors, la Lituanie a un puits de forage et a considéré que son puits de forage en eau internationale était son territoire. Et donc, autour de cette plateforme, il y avait son espace aérien. C'est tout à fait discutable. Quand une plateforme s'installe en eau internationale, ça a été le cas en Italie dans les années 60 ou 70, dans l'Adriatique, un individu avait créé un État sur une plateforme en eau internationale. Donc une histoire que je vous invite à regarder sur Netflix. Voilà, c'est assez intéressant comme phénomène. Donc j'ai envie de dire que il y a certainement des violations, il y a certainement des drones qui se perdent, des velléités de provoquer l'OTAN. Je crois que la Russie, ou la leadership russe est tout de même extrêmement sage, quoi qu'on en pense. Leur opération militaire spéciale, qui n'est qu'une guerre, est tout de même en soi relativement limitée, en tout cas vis-à-vis des populations civiles, quoi qu'on en dise. On y reviendra. Pour revenir à la question du mur, vous savez, quand on parle de mur à un Français, vous devriez le savoir, on pense à l'île Maginot. Mais cette comparaison pourrait laisser penser que la Russie ait envie d'envahir l'Europe. Or, si vous racontez ça à Moscou, j'ai envie de dire, c'est presque une farce, il faut se le dire. Il faut se le dire. Et j'ai envie de dire, si on était méchant, si on voulait être cruel avec l'armée russe, on dirait, vous avancez de quelques kilomètres par jour en Ukraine, comment pouvez-vous imaginer prendre un territoire aussi important, 450 ou 500 millions d'habitants en Europe, des armées qui sont tout de même bien équipées, etc. Oui, on ne peut pas dire deux choses à la fois. Parce il faut rester un petit peu sérieux, et au contraire de penser tout le temps à parler armement, tenter de réinstaurer le dialogue. Bon, sur l'armement, on parle d'armement européen. M. Draghi a parlé réarmons, mettant des centaines de milliards. Alors pour l'instant, 150. Les 150 milliards sont destinés au moins pour les 2 tiers à de l'armement américain. C'est étonnant qu'on parle de réarmer, parce qu'on a une industrie de la défense très performante en France, en Italie, en Allemagne. Si on considère encore aujourd'hui l'Angleterre liée à l'Europe, plus que jamais dans ce qu'elle crée en Europe, on a tout de même 4 pays qui ont des industries de la défense extrêmement puissantes. Il y en a d'autres dans d'autres pays aussi. Mais elles ne se mettent pas d'accord. Vous assistez aux négociations entre Leonardo et Thales, il y a quelques points d'accord, et puis il y a beaucoup de désaccords sur l'avion, le fameux avion européen par exemple, les chars d'assaut, les sous-marins. Donc il y a tellement de points de chauffe dans nos industries de la défense européenne qu'à en tirer le bénéfice sont les Américains. Je crois qu'on y reviendra après. Aujourd'hui, les vainqueurs sur tous les fronts sont les Américains. Les Américains sont Donald Trump, voilà. En l'occurrence. 150 milliards, j'ai lâché pendant votre développement, bien sûr, le fait que le Conseil de l'Europe s'était accordé au printemps dernier pour investir ceci. Les 3 quarts, les 2 tiers seront
destinés à acheter du matériel américain. Trump vendra des armes, bien sûr, mais d'autres, évidemment, sont attirés en fait, par le magot. D'ailleurs, un chroniqueur suisse avait évoqué sur LCI, c'est suffisamment rare pour être souligné sur cette chaîne, il s'appelle Richard Verly. Il a souligné le 27 septembre qu'il fallait convaincre l'opinion d'investir dans la défense et donc qu'il fallait exacerber la menace des drones russes. On a l'impression qu'il y a un complexe militaro-industriel européen qui est attiré par un nouveau magot, en fait. J'ai envie de dire que ce n'est pas seulement le complexe militaro-industriel, c'est qu'on a couru derrière ce conflit, on l'a renforcé pour pallier aux crises qu'on avait dans nos pays. Et aux crises économiques, mais aussi aux crises personnelles. Puisqu'on a tout de même des leaderships qui étaient dans certains pays remis en discussion dans la population. La popularité de Macron, du président Macron, est ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc s'improviser en chef de guerre, enfin, c'est vrai qu'il a une tradition de chef de guerre, puisqu'il a fait la guerre aux incendies de forêt, la guerre au Covid, la guerre aux gilets jaunes. Enfin, c'est un monsieur qui adore faire la guerre. Donc là, malheureusement, il fait une guerre qui peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Moi, j'ai 4 enfants, je n'ai aucune envie de rentrer dans cette logique, que les choses soient claires. Et j'ai 2 petits-enfants, une petite fille à Moscou, un petit-fils à Kiev, donc raison de plus. Et vous ne voulez clairement pas une escalade. Ça c'est clair. Donc vous plaidez en fait pour l'indulgence en fait avec la Russie d'une certaine manière. C'est pas une question d'indulgence, c'est qu'il faut, comme dans toutes les choses, chacun a son narratif. Alors si on n'a pas le temps de développer le narratif que je vois de ce qui s'est passé au cours des 35 dernières années ou plus, parce que on oublie que quand l'Union soviétique s'écroule en 91, la Russie de 91 à 2000 vit son Far East. On se balade avec ses Colt, grosso modo. Et en 2000 commence la remise en ordre du pays, commence la remise en ordre de la Russie. Donc la Russie aujourd'hui, à part son passif des 10 dernières années du siècle dernier, à part son passif des années bolcheviques, et n'a que 25 ans. Donc on ne peut pas prétendre d'un pays qui a 25 ans d'histoire politique qui nous ressemble plus, je ne parle pas de démocratie, mais qui nous ressemble plus, d'avoir toutes les vertus que les États-Unis, au bout de 200 ans de constitution, n'avaient pas atteintes. On pendait encore des gens de couleur aux États-Unis au début des années 60. Donc il y a un moment où il faut tenter de reprendre les contextes historiques et à partir de cela se dire où arrive-t-on ? Et aujourd'hui, quand Trump rencontre Poutine au mois d'août, moi je crois sincèrement qu'ils avaient la solution sur la table. La solution sur la table, c'était les oblasts, donc les régions que les Russes ont annexées restent aux Russes. L'Ukraine est mise sous protection, pas réelle physique, mais en tout cas de déclenchement de sécurité par l'Europe, par les États-Unis, par toute une série de mécanismes, etc. Et la Russie a ses garanties de sécurité aussi par la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Poutine avait ouvert sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. J'ai envie de dire qu'il nous fait un sacré cadeau empoisonné, que les choses soient claires. Ce sont nos agriculteurs et beaucoup qui vont payer le prix. Et nous parlions de l'industrie de la défense. Imaginons demain la paix. Demain, nous avons la paix. Quelle va être l'industrie de la défense la plus performante à l'ouest de la frontière russe? C'est sûr qu'avec ça va être les Ukrainiens. Avec un salaire en plus parce minimum, ils auront un know-how indéniable. Ils auront pu récupérer, démonter nos Césars et en faire des moins chers, et ainsi de suite. Et plus toute l'expérience en drone. Donc, dans l'industrie de la défense européenne, on verra l'Ukraine s'afficher comme leader. Nous avons créé un concurrent. Oui, enfin, c'est un peu cynique de résumer à cela, mais c'est vrai que en tout cas, potentiellement, c'est quelqu'un qui, sur le front agricole et sur le front de l'industrie de la défense, est un sacré concurrent pour nos pays. Concurrent. Alors, vous évoquez les États-Unis, nous devions y venir justement, parce que vous évoquez le sommet de l'Alaska qui, à certains égards, semblait s'être bien passé, en tout cas, vous avez l'air de le penser, Emmanuel Gou. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Plus d'un mois après, hier sur Fox News, Keith Kellogg, donc conseiller du président américain, a estimé, ce n'est qu'une rumeur, mais a pensé que Trump aurait pu accepter de vendre des missiles Tomahawk à l'Ukraine et aurait autorisé donc des frappes dans la profondeur russe. Rappelons quand même qu'un missile Tomahawk a une portée de 1600 km contre 300 pour les missiles ATACMS qui ont déjà été livrés à Kiev. Qu'est-ce que c'est ? C'est un revirement ? C'est la menace du pire ? Pourquoi Trump a-t-il changé comme ça en un mois ? Alors, je peux m'affirmer spécialiste de la Russie et de certains pays européens et du Moyen-Orient. En revanche, sur les États-Unis, je n'affiche pas cette préparation. En revanche,
On a tout de même l'impression qu'auprès du président Trump, il y a toute une série de courants qui s'expriment. On va caricaturer les pro-russes et les anti-russes, mais c'est vraiment de la caricature. On pourrait parler de pro-complexe militaro-industriel, opposés aux guerres en tout genre. Je crois qu'en effet, il y a un jeu des courants d'influence auprès de Trump. J'ai envie de parier, parce que j'ai envie d'y croire, que Trump a sa ligne, qu'il ne la confie à personne, que ce qu'il déclare le lundi et peut-être le contraire le mardi ne fait partie que de sa stratégie instinctive de donner à manger aux médias. Il y a ceux qui veulent analyser, etc. Mais je crois qu'il a un fil conducteur. J'espère. J'espère vraiment. Et que ce fil conducteur passe en effet par la reconstruction de liens avec la Russie. Vous savez, moi je crois que Trump, en plus... alors, j'ai fait de la communication politique, j'ai envie de dire, c'est de toute façon un animal politique, au sens positif du terme, et je crois que cet animal se souvient très bien que tous les leaders européens, ou presque, pas le leadership italienne, ont fait des campagnes pro-Biden ou pro-Harris pendant la campagne américaine. Et je crois qu'un leader tel que Trump n'oublie pas cela. Donc, comme je suis européen convaincu, j'ai envie de dire, j'ai peur. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en Europe, on a tout le monde qui va nous tomber dessus bientôt, et que l'ennemi économique n'est pas l'ennemi militaire, et parce que je ne crois pas au danger militaire sur l'Europe, donc je ne crois pas du tout à une possible agression russe vis-à-vis de l'Europe. En revanche, je vois des mécaniques américaines, chinoises, indiennes se mettre en place pour mettre en péril notre vieux continent. Ça, oui. Mais les Américains sont un peu lassés. On m'a dit par exemple que Trump est quelqu'un qui déteste ne pas maîtriser les choses, perdre la main, ou plus précisément, sentir que son interlocuteur prend le dessus sur lui d'une certaine manière. Est-ce que vous avez le sentiment en quelques semaines que la Russie a pris le dessus ? Non, je crois vraiment que ça fait encore partie de notre façon d'analyser des mondes que l'on ne connaît pas. Vous savez, Napoléon avait cette formule sur les Russes. Il disait, vous grattez le Russe, vous trouvez un Tartare. Et c'est vrai que le Russe, le défaut, entre guillemets, qu'il a, c'est qu'il nous ressemble physiquement. Il vous ressemble, Édouard, il me ressemble, etc. Et on ne voit pas la différence quand on le retrouve au milieu d'une table. Le Chinois, on va le reconnaître, le Japonais, on va le reconnaître, l'Indien, on va le reconnaître. Et donc, on pense systématiquement qu'il va penser, agir, avoir nos mêmes réflexes. Pas du tout. Son rapport avec le temps est totalement différent. Bien sûr. Pour Poutine, son rapport avec les réseaux sociaux est totalement différent. Il ne X pas, il ne Facebook pas, il ne Instagram pas, et ainsi de suite. Donc on est dans des mondes et dans des logiques extrêmement différentes. Donc je crois que quand on utilise nos critères pour évaluer ce qui se passe de l'autre côté, on a beaucoup de chances de se tromper. Donc que la Russie aujourd'hui est dans une situation qui semble confortable, l'économie ralentit, mais son taux de croissance est 2 fois supérieur au taux de croissance français. Sa dette augmente, mais elle est 6 fois inférieure à la dette française. Donc, il faut mettre ça en proportion. Et je crois que par rapport à cela, c'est vrai qu'il peut se sentir plus à l'aise. En même temps, lui aussi, il doit savoir que ça ne peut pas durer ad vitam aeternam et qu'il faut trouver une solution et que lui doit rendre des comptes à sa population, et doit rendre des comptes aussi à ceux qui sont bien pires que Poutine. Parce que n'oublions pas, Poutine, aujourd'hui, on peut le connaître, on peut tenter de le décrypter. Encore une fois, si on dépasse les filtres qu'on utilise en Europe. Mais après, il y a des gens qui sont bien pires que lui. Vous le dites, et d'ailleurs, vous connaissez très bien le pouvoir moscovite. Je le fréquente depuis 35 ans, donc ça aide un peu. Vance, lui, a reproché, le 28 septembre, a reproché au Kremlin, à Moscou, d'avoir refusé plusieurs rencontres trilatérales entre, bien sûr, Washington, mais aussi Kiev et Moscou. En effet, Moscou, le Kremlin refuse de rencontrer Zelensky. Est-ce une erreur D'abord, il n'y a pas eu un refus total, puisqu'ils l'ont invité à Moscou. Alors, je comprends très bien que M. Zelensky ait dit non. C'est du domaine du compréhensible. Mais il y a eu en tout cas la proposition qui a été faite. Après, vous savez, encore une fois, les Russes, ils ne se déplacent pas pour rien. Ils ne sont pas dans la communication.
Et c'est ça aussi un de leurs défauts, mais il faut savoir que c'est leur défaut. C'est-à-dire que Poutine n'intervient pas pour avoir une photo. Poutine ne dit pas quelque chose pour qu'on le reprenne. Et les Russes, c'est pareil. Et donc, ce sont des gens qui disent, si on se voit, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse servir à faire avancer le dossier. Quand Poutine et Trump se rencontrent en Alaska, ils discutent sûrement, je n'y étais pas, mais ils discutent sûrement de beaucoup de questions qui leur permet de dire ça va nous permettre de faire avancer. Sur cette base-là, Trump revient aux États-Unis, en discute avec les Européens, avec Zelensky, et on voit que tout se recoince de nouveau. Probablement, ma supposition, les Européens sont restés férocement contraires à tout accord qui puisse apparaître comme une faillite vis-à-vis de Poutine. Il y a un moment, il faut arrêter de raisonner quand il y a des gens qui meurent tous les jours en termes d'ego. C'est essentiel. Hein. Arrêtez de raisonner en termes d'ego quand les gens meurent, eh bien ce sera le mot de la fin. Emmanuel Goude, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes diplomate et conseiller en affaires internationales. Merci beaucoup d'avoir encore une fois répondu à mes questions. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, bien sûr, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous.